Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Voix suave d'Ursula von der Leyen en train de se laver les mains. Avait-elle cette même voix suave quand elle signait, au nom de l'Union européenne bien sûr, en juillet 2022, un accord avec l'Azerbaïdjan prévoyant de passer de 12 à 20 milliards mètres cubes de gaz. L'Azerbaïdjan devient l'Union européenne devient le premier client de l'Azerbaïdjan. Très bien, très bien. Et oui, vous comprenez, on avait fait l'embargo sur le pétrole russe et le gaz russe. Il fallait bien, et surtout avant de les mettre à genoux, donc il fallait bien régler le problème. Eh bien voilà, aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a eu le blocus du Haut-Karabakh. Ensuite, ça y est, stratégie est claire, évidemment. Tout le monde les Arméniens quittent le Haut-Karabakh. On proteste. Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, est à Erevan en disant attention, nous allons protéger ce qu'il y a à protéger. Et puis attention, il ne faut pas que l'Arménie soit impliquée dans ce qui s'est passé là-haut. Ah oui, d'accord, il ne faut pas qu'elle soit impliquée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aucune sanction n'est brandie contre le président Sultan Aliyev, le président d'Azerbaïdjan. Non, non, pas du tout. Alors, on rappelle simplement que les Européens ont versé 15,6 milliards d'euros à l'Azerbaïdjan en 2022 en échange de son gaz et l'Union européenne, nous et tous les autres, vont doubler ces importations d'ici 2027. Alors, moi, la question, elle est assez simple. Hein. Je dis, très bien, écoutez, quand on a eu l'invasion de la Russie par l'Ukraine, tout le monde a protesté et à très juste titre, effectivement. Voilà, après il y a eu ce qu'il y a eu. Depuis, on suit la chose. Mais pourquoi, comparaison n'étant pas raison, mais pourquoi on n'entend pas du tout le même son de cloche? Pas de bruit d'embargo, pas de problème, pas de boycott, pas etc. Pas les entreprises françaises sont obligées de quitter l'Azerbaïdjan comme elles ont été obligées de quitter Moscou ou Saint-Pétersbourg. Non, non, on n'entend rien. On n'entend pas grand-chose en tout cas. Alors je ne dis pas que c'est très bien que Catherine Colonna soit à Erevan. Mais Franck Papazian, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Et je voulais demander, moi, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des brevets ou des notes ou donner des notes, mais est-ce que ça ne vous frappe pas la différence entre la manière dont on a traité Russie-Ukraine et la manière dont on traite Azerbaïdjan au Karabakh? Il est clair que la communauté internationale a été en dessous de tout dans cette affaire du Haut-Karabakh. En 2020, il y a eu une guerre qui a été imposée aux Arméniens par l'Azerbaïdjan. Pendant 44 jours, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones assassins, des armes à sous-munitions, des bombes au phosphore blanc pour assassiner le peuple arménien. Il y a eu 5000 morts. L'Azerbaïdjan a été soutenu par la Turquie qui a envoyé immédiatement au début du conflit 80 experts militaires à Bakou pour piloter la guerre, 1200 soldats d'élite turcs sur le terrain et 2500 djihadistes syriens supplétifs de l'armée turque. Donc, c'était aussi les dictatures... Monsieur Papazian, excusez-moi, ce sont des faits avérés, ce que vous dites, c'est absolument avéré. Oui, ce sont des faits avérés que j'ai répétés 1000 fois et de toute façon, la communauté internationale les a vérifiés, bien sûr. Le président de la République, Emmanuel Macron, 3 jours après le début de la guerre en 2020, a pointé l'Azerbaïdjan comme étant l'agresseur et la Turquie comme étant complice. Aujourd'hui... Et ce qui se passe aujourd'hui, la solution finale envisagée par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh se fonde effectivement sur l'inaction de la communauté internationale qui porte une lourde responsabilité dans la guerre de 2020. Elle n'a pas réagi. La communauté internationale n'a pas réagi non plus quand, pendant 9 mois, à partir du 12 décembre 2022, l'Azerbaïdjan a exercé un blocus contre les Arméniens du Haut-Karabakh, fermant la seule route qui permettait à l'Arménie d'unir le Haut-Karabakh. Rien ne passait, rien ne sortait. Et donc, l'Azerbaïdjan a voulu étouffer et affamer, en fait, les Arméniens du Haut-Karabakh. C'est une épuration ethnique à laquelle nous avons assisté. Comme vous l'avez dit, André,
Aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniens, quasiment plus, quelques centaines d'Arméniens là dans le Haut-Karabakh qui vont partir dans les jours qui viennent. Ce sont les derniers irréductibles. Mais l'Azerbaïdjan a terrorisé, a menacé. Le dictateur de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a affirmé qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. Il l'a répété, les Arméniens ont été chassés de leur territoire sur lequel ils vivaient depuis 2500 années. Ouais. Ils ont été obligés, alors c'est un crève-cœur de quitter leur maison, les enfants ont quitté leurs écoles, ont quitté leurs camarades, leurs terres ancestrales, en réalité, ils ont tout laissé. Ils ont même, on a vu des scènes où les gens pleuraient devant les cercueils de tous ceux qui ont été tués, de tous ceux qui sont morts, parce qu'ils laissent les cercueils, ils laissent les tombes, ils s'en vont. Alors, aujourd'hui, c'est clair, la communauté internationale est en dessous de tout. Elle a été extrêmement lâche. Elle n'a pas su, effectivement... Franck Papazian, excusez-moi, à votre avis, qu'aurait-elle pu et qu'aurait-elle dû faire? D'abord, elle aurait dû intervenir pendant la guerre des 44 jours, intervenir, envoyer des forces d'interposition, des forces de paix pour arrêter cette guerre. Donc, elle aurait dû faire ça. On l'a réclamé, elle ne l'a pas fait. On a alerté le président de la République Emmanuel Macron, puisque nous vivons en France, nous sommes français. Le président de la République a pris ses responsabilités, mais il n'avait pas de mandat pour envoyer des troupes. Et à un moment donné, on se dit, si la communauté internationale, l'ONU n'est pas capable de décider un mandat, est-ce qu'on doit laisser un peuple se faire assassiner en 2023 parce qu'il y a un conseil de sécurité, il y a des membres qui ont des droits de veto? Non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est face à une réalité, l'épuration ethnique, l'Azerbaïdjan responsable, un processus génocidaire en cours. Donc, à un moment donné, il faut que le monde se réveille, le monde prenne ses responsabilités. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Union européenne. Mais cher André Berkov, l'Union européenne est cliente de l'Azerbaïdjan. Ben oui. C'est l'Union européenne qui enrichit l'Azerbaïdjan. Mais j'allais vous dire, Franck Papazian, par rapport à ce que vous dites, il y a d'abord, j'en ai parlé au début, on va doubler, l'Union européenne va doubler ses importations de gaz et de pétrole depuis l'Azerbaïdjan, vous voyez, jusqu'en 2027. Est-ce que ce n'est pas ça la triste réponse? La triste réponse, elle est pire que ça, André Berkov. C'est que l'Azerbaïdjan n'a pas suffisamment de production de pétrole pour le vendre à l'Union européenne. Donc l'Azerbaïdjan achète du pétrole à la Russie. Oui. Et en fait, revend le pétrole russe à l'Union européenne. Mais tout le monde est au courant. J'ai eu cette conversation avec le président de la République, Emmanuel Macron. Tout le monde est au courant que l'Azerbaïdjan achète du gaz à la Russie pour le revendre à l'Union européenne. Premièrement, c'est la rupture de l'embargo. Premièrement, personne ne réagit. Non, mais c'est d'une hypocrisie absolue. C'est d'une hypocrisie absolue. Mais pire que ça, parce que le gaz que l'Union européenne a acheté 100 à la Russie, le même gaz russe, elle l'achète 150 à l'Azerbaïdjan. Donc l'Union européenne continue d'enrichir la Russie et enrichit également l'Azerbaïdjan. Et donc l'Union européenne, au lieu de faire comme Ursula von der Leyen, de se coucher devant l'Azerbaïdjan, la présidente de la Commission européenne, qui en signant ce contrat de gaz a dit à Ilham Aliyev que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable et respectable pour l'Europe, demande aujourd'hui que Madame von der Leyen soit désavouée. Et d'ailleurs, elle est invitée au campus de Renaissance samedi prochain. Du parti macroniste, oui. Du parti présidentiel. Il est important que les membres du parti présidentiel, les députés, les personnalités politiques interpellent Ursula von der Leyen sur ce sujet-là, parce qu'elle a des comptes à rendre, elle a du sang sur les mains, elle a du sang des Arméniens sur les mains. On verra. André Berkov, j'ai demandé, parce qu'il faut sanctionner l'Azerbaïdjan, et le président de la République, Emmanuel Macron, doit pouvoir prendre des décisions. J'ai demandé l'expulsion de l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris et de tous les diplomates azerbaïdjanais. On ne peut pas garder une ambassade d'un État criminel comme l'Azerbaïdjan, ce n'est pas possible. Il faut que la France prenne ses responsabilités. J'ai demandé également... Vous avez raison, Franck Papazian, mais le vrai problème, il est là, c'est qu'on a proclamé, à juste titre, ou enfin, chacun verra, l'embargo absolu sur le gaz et le pétrole russe, et vous savez très bien, vous l'avez dit, d'un côté, on rachète du pétrole russe raffiné par les Indiens, et de l'autre côté, on rachète, vous venez de le dire, le pétrole russe repris par les Azéris. C'est quand même très intéressant, ça, hein, vraiment.
Ça en dit long. Juste un mot. Est-ce que ceci va rejaillir sur l'Arménie en tant qu'Arménie? Parce que Catherine Colonna disait il faut que l'Arménie reste absolument, que ne soit pas liée et qu'elle ne subit pas les conséquences de ce qui s'est passé au Karabakh. À votre avis Il est évidemment menacé. Et le président de la République azerbaïdjanaise l'a dit à tellement de reprises. L'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental pour Ilham Aliyev. Toute l'Arménie, oui. Toute l'Arménie. Oui, il a dit l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Il a pointé Yerevan, il a pointé le lac Sevan, il a pointé le sud de l'Arménie. Mais toute l'Arménie, pour Aliyev, appartient à l'Azerbaïdjan. Et donc, il a promis, écoutons ce que disent les dictateurs. Écoutons, parce que généralement, ils mettent leurs menaces à exécution, parce que de toute façon, ils ne sont pas sensibles à la négociation et au dialogue international. Et donc demain, dans le cadre du plan pan-turc, Erdogan et Aliyev, effectivement, de concert, sont capables, et c'est un vrai danger qu'il faut prendre au sérieux, d'attaquer l'Arménie et de déclarer une guerre à l'Arménie qui sera une guerre finale, en réalité. C'est la raison pour laquelle il faut inverser le rapport de force, il faut sanctionner l'Azerbaïdjan, il faut menacer l'Azerbaïdjan de sanctions encore plus dures si elle envahit l'Arménie, et créer les conditions aussi pour que, à terme, les Arméniens du Haut-Karabakh puissent retourner chez eux, créer sur place un statut. Le Haut-Karabakh n'appartient pas à l'Azerbaïdjan. Il a été donné par Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan. C'est 2500 ans d'appartenance arménienne. Vous verrez tous les monuments, toutes les églises, toutes les traces architecturales qui témoignent effectivement de l'appartenance arménienne. Merci Franck Papazian, merci. On va évidemment suivre cela, mais c'était important qu'on entende votre voix, celle du Conseil de coordination des organisations arméniennes, et surtout, il faut savoir, c'est le marché ou les peuples ou le marché. À un moment donné, est-ce qu'on ne fait que de la réelle politique à base d'économie, ou on fait de la grande politique à base aussi d'universalisme et d'humanité? Restez bien avec nous sur Sud Radio. C'est Bruce Springsteen, bien sûr, mais enfin, complètement déchu aux USA, SDF aux USA, quoi, misérable aux USA. Mais c'était pas possible, c'était pas pensable. Eh bien, ça a failli se faire à 3 heures. 3 heures, ils ont trouvé un accord hier pour financer l'administration pendant 45 jours, parce qu'on était à la limite du shutdown. On va en parler avec Yannick Mireur, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que pratiquement, si la mesure de Kevin McCarthy, c'est la Chambre des représentants qui est contrôlée par les Républicains, n'avait pas trouvé d'accord avec le Sénat sur une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral, je rappelle que dès dimanche, si l'accord n'avait pas été trouvé, 1,5 million de fonctionnaires ont été privés de salaire et le trafic aérien a été perturbé, et les visiteurs des parcs nationaux auraient trouvé porte close, etc. C'est quand même assez fort. Yannick Mireur, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes spécialisé USA, on vous avait reçu pour ce livre, je me rappelle, Le Populiste Smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre. Vaste programme, vaste sujet aux éditions VA. Alors Yannick Mireur, ce qui se passe, c'est pas la première fois, je crois, mais expliquez un peu pour les auditeurs ce que signifie un shutdown exactement pour l'Amérique, pour les États-Unis. C'est, comme vous venez de l'expliquer, la fermeture de l'essentiel des services publics, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas essentiel précisément, notamment en matière de sécurité, de défense, comme vous pouvez l'imaginer, voire des contrôles aux frontières, ce type de choses. Ce qui veut dire, vous en avez cité quelques-uns, l'ensemble des fonctionnaires fédéraux, on parle bien des fonctionnaires fédéraux, pas des employés publics des États, c'est autre chose. Pendant que la durée, disons, durant laquelle les deux chambres puissent se mettre d'accord sur une loi de finances. Alors, évidemment, ceci date des années 80, en fait, c'est pas très vieux. Depuis qu'une décision de justice a déclaré que dès lors qu'il n'y aurait pas d'accord sur une loi de finances, il y aurait une suspension des services publics fédéraux. Voilà. C'est quelque chose qui pourrait être changé. Seulement, le problème, on y reviendra sans doute, c'est la polarisation tout à fait à cran de la vie politique aux États-Unis. Au bord de la sécession, on peut dire, enfin, pour employer des grands mots, mais quand même, on voit bien, il y a derrière Trump, Biden, etc., tout ce qui se passe, et surtout, je veux dire, c'est un effet, comme on dit, un effet collatéral, mais il y avait une aide militaire présentée par le président Joe Robinette Biden, humanitaire à l'Ukraine de 24 milliards de dollars supplémentaires, qui est aujourd'hui suspendue, Yannick Mireur.
Oui, c'est un petit peu ce qui a mis le feu aux poudres et était la position politique adoptée par une partie des élus républicains, en particulier à la Chambre, qui sont beaucoup plus MAGA, c'est-à-dire Trumpistes, si vous voulez, Make America Great Again, qu'au Sénat, où on a l'habitude plus de rondeur et de négociations dans les couloirs, même si ça devient de plus en plus difficile. Et donc à la Chambre, on est un petit peu à la pointe, si vous voulez, du combat contre les positions démocrates, à soutenir aussi, d'ailleurs en filigrane, comme vous l'avez dit, Trump pour la nomination républicaine pour la présidentielle. Bien sûr. Et avec une espèce de position de vertu budgétaire, parce que le fond de l'affaire, c'est que les républicains veulent une baisse des dépenses publiques. Et donc ils ont pris comme exemple particulier quelque chose qui est peut-être considéré comme un petit peu moins nécessaire, qui tente à traîner en longueur, qui ne se focalise pas sur les intérêts vitaux des États-Unis, qui est la guerre en Ukraine, qui est évidemment un assez mauvais argument. Et derrière ça se joue, vous l'avez peut-être vu, des questions des rivalités de clochers au sein du groupe républicain à la Chambre des représentants, puisque même le président du groupe, qui avait déjà eu des difficultés pour se faire élire, est menacé de se faire expulser par un vote interne du groupe, puisqu'il prend trop fait et cause pour dans le compromis. Oui, dans le compromis. Mais Yannick Mireur, quand même, la dette des États-Unis est absolument énorme. Elle est gigantesque. Vous allez me dire, le dollar est unique, donc ça va, on peut y aller. Mais... Oui, mais ça c'est une vieille recette depuis des décennies. C'est ce que le général de Gaulle appelait le déficit sans pleurs. Donc c'est peut-être Jacques Rueff, son économiste favori. Mais bien sûr, mais disons que tous les pays post-Covid, compte tenu des événements qui se sont déroulés des 3 dernières années, sont dans la même situation. Ça n'est pas brillant pour nous en France non plus, en bleu. Mais le système, comment dirais-je, le millefeuille de la réglementation parlementaire et du vote des lois de finances aux États-Unis, qui est évidemment très complexe. Il y a tout un tas de choses trappes et de techniques parlementaires qui permettent de sortir du trou ou d'y rester pendant des semaines. Tout un tas de techniques parlementaires pour repousser le débat ou des votes, des choses comme ça, ou présenter des textes. Ça, c'est le rôle notamment des présidents de groupe. Fait que le grand sujet, c'est quand même des accords et des désaccords sur comment allouer les finances publiques, les ressources fédérales, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, limiter cette croissance systématique de la capacité d'emprunt du gouvernement fédéral pour financer les décisions budgétaires qui sont prises. Alors justement, Yannick Mireur, 2 choses. Primo, quand même, est-ce que, alors à long terme, c'est pas pour demain ni après-demain, mais quand même, est-ce que la tentative, je dis bien, de dédollarisation du monde par les BRICS, en voulant créer leur propre monnaie, encore une fois, c'est pas pour demain, mais quand même, on voit très très bien ce qui se dessine actuellement géopolitiquement dans le monde. Il y a quelque chose, est-ce que ça ne va pas jouer son rôle? Mais peut-être auparavant, je veux vous dire, est-ce qu'il y a quand même pas mal de voix, à part les Trumpistes, qui disent oui, l'Ukraine, on a déjà donné des centaines de milliards de dollars. À tort, raison, c'est pas une question de morale, hein, maintenant, c'est une question d'intérêt. Est-ce que ça ne joue pas aussi le fait que, à propos des élections de novembre 2024, évidemment aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe? Et c'est-à-dire en fonction de, quand vous dites les 45 jours là qui vont se passer, bon, mais dans 45 jours, est-ce qu'il faudra, juste, c'est une question, pardon, il y a plusieurs questions, mais est-ce que au bout de 45 jours, il faudra revoter, le Congrès doit revoter au bout de 45 jours ou pas? Ça dépendra de la procédure et des acteurs qui sont choisis d'ici là. C'est pas exclu. Il y a toujours cette période de latence pendant lesquelles il peut y avoir des techniques parlementaires, comme je vous le disais, de vote de court terme qui permettent. Mais c'est pas nécessaire qu'ils revotent. De tourner. Ça peut l'être. Ça dépend précisément de ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Vous noterez une chose aussi, puisque vous mentionnez l'Ukraine. Je voulais vous répondre à votre question. C'est qu'il y a une forme de contradiction, si vous voulez, puisque les républicains qui veulent, par exemple, remettre en cause l'aide à l'Ukraine ainsi que d'autres dépenses sociales, tiennent en revanche à ce qu'il n'y ait pas de coupe dans les dépenses de défense et de sécurité, par exemple. Donc il y a quand même une certaine contradiction dans leur position. Quant à la dédollarisation internationale et la montée en puissance des BRICS, j'avoue que je suis très sceptique sur ce sujet parce que je pense que
puissance de feu du marché des capitaux américains, la capacité d'innovation de l'économie américaine avec les GAFAM, on n'a pas besoin d'y revenir, je pense est telle que c'est un gros contraste avec le théâtre politique au Congrès qui n'est pas nouveau et qui va se poursuivre malheureusement dans les années à venir, ça c'est assez prévisible, mais je sens que cette puissance de feu des États-Unis et puis surtout la grande diversité et l'animosité parfois historique très ancienne entre les membres principaux de ce groupe des BRICS ou de tous les autres pays qui essaient de fédérer autour d'eux à l'instigation notamment de la Chine, tous les pays en développement ou émergents, et leurs animosités, leurs différences, leur grande diversité fait que je pense qu'on est quand même très très loin du compte et c'est pas la première fois qu'il y a des tentatives comme ça de se succéder. Oui, vous êtes assez sceptique là-dessus, oui, sur cette alternative-là. Non, mais d'accord. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, effectivement, ce n'est pas pour le premier shutdown ni le dernier, puisque vous dites bien, c'est depuis 1980. En fait, ce qui se décide, c'est encore une fois l'âpreté de ce que va être devront être les élections américaines de novembre, quoi. Ça va être très. Oui, c'est le discours, disons, qu'auront à offrir les partis et surtout leurs candidats. Vous avez noté qu'il y a eu un événement quand même assez historique, et c'est celui avec la grève du syndicat de l'industrie automobile, qui est un des principaux syndicats aux États-Unis et le plus emblématique, puisqu'il s'agit de l'industrie automobile qui est implantée dans les vieux États, pas seulement, mais dans les vieux États, historiquement, en tous les cas, de la ceinture manufacturière, ce qu'on appelle la Rust Belt, Wisconsin, Ohio, Michigan, évidemment. Vous avez vu que le président du syndicat a invité le président des États-Unis à venir soutenir, à faire le tour du picket de grève, ce que M. Biden a fait 48 heures avant que ne le fasse lui-même M. Trump, qui a donné là un discours. C'est dire si le vote des cols bleus de ces États-là qui ont été clés en 2016 et à nouveau en 2020, en 2016 en faveur de Trump contre Hillary Clinton, qui incarne un peu la gauche caviar. Donc sans surprise, les classes populaires ont voté Trump avec son discours très offensif. En 2020, avec un profil beaucoup plus proche du leur, celui de M. Biden, et ce sera à nouveau le cas en 2024. Donc c'est tout à fait critique. On a des questions de dépenses sociales, d'orthodoxie budgétaire, on va dire, de lever un petit peu le pied sur des dépenses pour alléger la dette et les pressions que ça peut exercer éventuellement sur le dollar et la compétitivité américaine, y compris les petites et les moyennes entreprises. Tous ces sujets-là seront clés et les manœuvres actuelles, au-delà des questions purement idéologiques, qui sont quand même très fortes chez les républicains comme chez les démocrates, bien sûr, sont au cœur de ce qui se profile. C'est-à-dire malheureusement une bataille Trump-Biden, même si les épées de Damoclès judiciaires sont quand même très sérieuses. C'est vrai, mais non, dernière question quand même, Yannick Mireur. On voit très bien, est-ce que les démocrates commencent pas à se poser des questions, d'ailleurs ils s'en posent, sur l'état de santé de Joe Biden, qui a été nommé candidat officiel. Enfin, on voit très bien quand même, franchement les images parlent. Je crois pas être totalement, je veux dire, biaisé. On est quand même assez frappé. Et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut se passer au sein même du Parti démocrate en disant attendez, est-ce que ça va pas jouer? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à choisir un cheval peut-être un peu plus frais? Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. En revanche, non, ça n'aura pas lieu. En revanche, s'il devait arriver un accident médical à M. Biden, alors le Parti démocrate, comment dirais-je, procédera. C'est peut-être à mon sens, ce serait une première dans l'histoire des États-Unis, mais procédera à la désignation d'un autre candidat et d'un autre ticket, puisque le ticket est fait. Ce sera Biden-Harris à nouveau. J'aurais pu penser, mais vous voyez que ça non plus, ça n'aura pas lieu, que M. Biden choisisse une ou un vice-président pour la candidature qui soit plus prometteur que Kamala Harris, qui n'a pas fait de preuve pendant 4 ans, même si peut-être il a un petit peu sabonné la planche, peu importe. Et ça n'aura pas lieu non plus pour des questions simplement électorale, puisqu'elle représente une partie du vote des Africains, Américains, des étrangers comme les Indiens, des femmes, etc. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être un bon substitut, mais qui ne sera pas, et donc qui n'aura pas lieu. Et donc on est tout à fait suspendu à l'état de santé du président sortant, mais encore une fois, je vous réponds, ce sera lui, sauf s'il a un accident sérieux qui l'empêche, et à ce moment-là, il y a des procédures et il y aura une désignation d'autres candidats. Il y a des sénateurs et des gouverneurs qui sont tout à fait on verra. Qui votera verra chez eux et qui vivra verra pour nous. Merci Yannick Mireur.
Merci à vous. Merci Yannick Meilleur d'avoir été avec nous. Restez bien Bien, depuis hier, on reparle vaccination. Et oui, on l'avait un peu, bon, pas oublié, mais enfin voilà, soi-disant les choses avaient repris leur cours normal. Eh bien, ça y est, on recommence. Vaccin. Attention, campagne nationale évidemment, vaccin contre le Covid-19 bien sûr, mais le papillomavirus, la bronchiolite, etc. Alors qui est concerné? Les plus de 65 ans, les personnes fragiles atteintes de comorbidité, les femmes enceintes, les résidents d'EHPAD ou encore les personnes au contact de personnes fragiles. Bon, pourtant il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées depuis 2 ans et de résultats qu'on connaît, mais enfin voilà. Alors on peut, on y prétend gratuitement, etc., en respectant un délai de 6 mois après sa dernière injection ou infection au Covid. Alors avec quel vaccin? Les vaccins ARN messagers adaptés aux variants au XXB15, vous voyez, sous-variante d'Omicron, voilà. Alors voilà, la campagne est lancée et effectivement hier sur CNews, Robert Sebag, médecin, membre de beaucoup de conseils d'administration, hein, je ne dirais pas de Big Pharma, mais d'un certain nombre de compagnies, eh bien il expliquait, voilà, ce qu'il en était, et vous verrez son explication, c'est intéressant d'ailleurs. Écoutez, Robert Sebag. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Très très peu de cas sévères, donc une fièvre, des troubles ORL, si vous voulez, mais il est là, il circule. On a 2 variants actuellement, Iris et Pyrola. Pyrola, il a quand même pas mal de mutations sur la protéine S. Il semblerait, je le dis bien au conditionnel, que les vaccins actuels et ceux qu'on va proposer soient actifs. Ce sont tous des petits cousins de l'Omicron. Voilà, je rappelle simplement que Robert Sebag, qui est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est aussi administrateur chez Sanofi Pasteur. Il faut quand même le dire. Voilà, donc, alors il serait, alors je crois qu'il ajoute quelque chose au conditionnel. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin. Non, tous les essais ont été faits, on a des réponses immunitaires. Vous savez que la problématique, et c'est ce qui a créé toute la polémique, ce vaccin n'empêche pas toujours la transmission, mais il empêche des formes graves. Donc les gens, il n'y a pas de crédibilité, parce qu'écoutez, moi j'étais vacciné, j'ai été contaminé. Donc on sait que sur la transmission, on n'a pas une efficacité à 100%. Par contre, sur les formes graves, il a montré son efficacité. D'accord. Enfin, écoutez, il s'est passé 2 ans quand même. Il n'y a pas que la transmission, il y a la contamination. Alors, oui, sur la transmission, rappelez-vous, on disait tous vaccinés, tous protégés. Ensuite, c'était un peu plus compliqué. Ensuite, c'était encore plus compliqué. Et puis aujourd'hui, on ne va pas refaire les statistiques sur les effets, indésirables et les effets effectivement et toutes les myocardites et autres. Enfin. C'est quand même, bon, il y a un conditionnel intéressant, et on l'avait relevé, Pascal Praud l'avait relevé d'ailleurs et d'autres, il serait, vous voyez, on n'est plus affirmatif, mais on dit il serait, même les voix, sauf notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui lance effectivement la campagne, et voici ce que Aurélien Rousseau, notre nouveau ministre de la Santé, disait. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller, et par ailleurs on est dans un climat global où j'espère qu'on arrive à porter sur papillomavirus, sur la bronchiolite, sur le Covid, sur la grippe, il y a une dynamique où moi je veux montrer que la prévention, la vaccination, c'est le progrès. Et que ça marche. Voilà, c'est le progrès, tout va bien, Madame la Marquise, tout se passe très très bien. Et quand même 2 choses, il a dit ça donc ce matin sur France Inter, Aurélien Rousseau. Pas d'effet secondaire ?
Aucun effet secondaire, je sais pas, moi je suis pas médecin, je lis les journaux, je regarde la télévision, je regarde ce qui se dit un peu partout, non seulement en France mais dans le monde, aucun effet secondaire. Écoutez, est-ce que franchement, on ne pourrait pas dire quelque chose en disant oui, le vaccin c'est bien, certes il y a des problèmes, mais ça vaut le coup. Non, on affirme, tout va bien, circuler, rien à voir. Eh bien, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et voilà, allez-y, au bout de 3 ans, on a vu des choses très différentes. Je ne sais pas ce qu'en pensent justement les auditeurs, les résistants de Sud Radio. On est Esteban. Oui, on accueille Marc qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que vous allez vous refaire vacciner ? Alors, il y a plusieurs éléments. Alors là, moi, je suis médecin. Alors, oui. Ce qui me choque de plus, alors je vais être très bref. Je suis assez choqué, si vous voulez, de ce qui se passe depuis le début. Je n'étais ni pour ni contre, mais effectivement, je pense qu'au début, quand il y a eu les campagnes qui sont arrivées, on n'avait pas trop le choix, on ne connaissait pas, et quand on ne connaît pas, on essaie de regarder quand même ce qui est possible à faire. Donc, je me suis vacciné. J'ai eu des effets secondaires, bien qu'on me dise, et voilà le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons ce mélange que je trouve toxique entre ce qui est médical, qui est du professionnel, et de ce qui est administratif, où des gens ne connaissent pas. Là, avec l'ENA, là, ils sont très forts, mais je pense qu'il ferait mieux de regarder un peu leurs études et de ne pas se mêler des nôtres. Toujours est-il qu'au départ, moi j'ai eu des cas où la personne est morte la semaine d'après, je l'ai eu. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Je me suis fait vacciner car je ne me voyais pas en train de vacciner des gens sans le faire moi-même, sinon je ne l'aurais pas fait. À l'heure actuelle, j'ai tous les vaccins, avec plein d'effets secondaires. Et ça, je les ai retrouvés, les effets secondaires que l'on retrouve, et je les ai aussi chez des amis. En fonction de quoi, j'ai un doute sur ce qui s'est passé, parce que le mélange administratif a fait que les gens, au départ, il y en a certains, pareil, ce n'est pas une majorité, en ont profité pour justement se mettre en arrêt maladie eux-mêmes, sans que nous-mêmes soyons concernés. À l'heure actuelle, on travaille toujours avec je travaille dans un EHPAD, et justement, là, je suis en train de préparer le schéma vaccinal. Je téléphone à l'ARS, qui ne me répond pas, j'ai du mal à voir le médecin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il me rappellera. Dans l'après-midi, demain, je le fais quand le vaccin. Avec quoi, quel vaccin? Donc, si vous voulez, je suis dans le doute comme tout le monde. Moi, est-ce que je me ferai vacciner? Eh bien, figurez-vous que bien que j'ai eu tous les vaccins, je l'ai attrapé d'une manière, on va dire, très modérée, il faut être honnête. En fonction de ça, c'est moins de 3 mois, et donc je ne le ferai pas. Mais par contre, je propose aux autres, et même ceux qui l'ont eu à date limite, je leur propose. Voilà, je trouve que ce vaccin-là, on ne le connaît pas, et que l'on arrête, si vous voulez, de mélanger ce qui est professionnel, et puis de donner des directives. Je m'arrête, je n'arrête pas, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi, j'ai une patiente, j'ai un groupe de patients qui sont dans un EHPAD, dans ce qu'on appelle une maisonnée, où ils sont enfermés, et là, il y avait une personne qui l'a attrapé. Eh bien non, elle disait, non, je continue à travailler. Je dis d'abord, est-ce que vous allez vous arrêter de travailler? Je suis désolé, vous allez sortir de là. Et voilà, parce que, si vous voulez, quand vous allez travailler et que vous êtes malade, et que vous êtes susceptible de pouvoir le propager, eh bien déjà, ça ne fait pas plaisir par soi-même. D'autre part, il faut avoir des techniques, alors il faut s'habiller avec des non, bien sûr, Marc, mais vous avez marqué le point. Malheureusement, nous sommes arrivés là au moment des informations. Le problème, c'est le mélange, effectivement, entre l'administration et le médical. Et je pense que tout ça est traité très franchement au niveau officiel comme ailleurs de façon très légère et qu'on n'informe pas comme on devrait informer, et je crois que vous le soulignez vous-même. Mais 10h10 sur Sud Radio, il est l'heure de ce face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui Augustin de Colnay, professionnel en intelligence économique, diplômé de l'école de guerre économique. Bonjour à vous. Augustin de Colnay, alors je crois qu'au départ, justement, vous avez, je le dis, vous m'avez envoyé une lettre, et on vous a appelé, Esteban vous a appelé ensuite, c'est très simple, vous dites, voilà, aujourd'hui, effectivement, septembre 23, vous avez fait un nouveau travail de cartographie qui vise à référencer, je vous cite, et à vulgariser pour le grand public la vente de nos principales entreprises stratégiques françaises à des concurrents étrangers durant ces 15 dernières années. Et c'est un vrai sujet, parce que vous savez très bien, un pays tient aussi, et c'est très important, grâce à ces entreprises stratégiques, ça fait le corps des choses, c'est non seulement ça sert économiquement, mais ça sert pour la souveraineté du pays et pour tout. Et donc on a eu quand même une espèce de vente à la découpe qui nous a tous légèrement estomaqués, si pour ne pas dire plus. Alors de quoi s'agit-il, Augustin de Colnay? Alors je vous remercie pour votre invitation. Il faut déjà que je revienne à la jeunesse de ce projet. En fait, si vous voulez, dans le domaine de l'intelligence économique, vous avez que 2 choix possibles qui s'offrent à une entreprise. Soit l'entreprise va adopter une posture défensive,
donc auquel cas la protection deviendra son axe de développement. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de guerre économique, ou l'attaque, et ce, de manière à conquérir des marchés. Donc la partie offensive, j'étais venu vous la présenter en avril 2022, donc avec ce livre qui s'appelle Compétition mondiale et économique, grille d'analyse des risques. Tout à fait. Donc l'idée, c'était quoi? C'était d'établir un panorama des risques généraux pour les entreprises. Par exemple, si on prend les vulnérabilités juridiques, les États-Unis ont infligé, je parlerai plus précisément du département de la justice américaine, le DOJ, ont infligé plus de 14 milliards de dollars d'amende à l'entreprise française, et ce depuis 2010. Donc vous avez BNP Paribas. 14 milliards de dollars d'amende. 14 milliards de dollars d'amende. D'accord. Donc vous avez BNP Paribas 8,9 milliards de dollars, Alstom 772 millions de dollars, etc., etc. Donc on voit que c'est un risque récurrent. Ça pourrait être le risque de dépendance, par exemple. La Chine, là, selon le magazine Capital, menace de nous interdire l'accès aux terres rares, puisque c'est eux qui sont les principaux extracteurs. Rappelez terres rares, lithium et autres. Voilà, alors les terres rares, ce sont des éléments que vous allez retrouver dans tout ce qui est technologique. Portable, ordinateur, éolienne. D'accord. Avions de chasse, etc. Donc là, on voit qu'on est dépendant d'un fournisseur. Donc la liste, je pourrais la continuer éternellement. On va le faire, non mais sans faire toute la liste. Donc en fait, très brièvement, j'ai créé 7 grandes familles de risques. Donc j'ai réparti 80 exemples pour illustrer, et ce dans 39 familles de risques. Donc ça, c'était la partie offensive. Donc durant 2 ans et demi, je me suis aperçu qu'il y a 3 pays qui nous sont hostiles, qui sont les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Et je me suis posé la question, c'est là qu'on parle du couple franco-allemand. Juste, Augustin Colnet, on va faire une petite pause et on va entrer dans le vif du sujet. Effectivement, quels sont les gens qui essayent d'attraper et comment nous défendons bien ou mal. C'est très important aussi. Et puis bien sûr, on continue cet entretien avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Et avec Augustin de Colnet, qui est professionnel en intelligence économique et diplômé de l'école de guerre économique, et nous parlons de ces entreprises stratégiques qui, depuis 15 ans, ça existe depuis évidemment longtemps, mais là, Augustin de Colnet a fait une étude en prenant une limite de temps. Comment on brade, entre guillemets, comment on vend ou comment on protège? Alors justement, vous parlez de l'offensive et de la défensive. Alors, déjà, juste pour cette cartographie, les gens peuvent la retrouver sur le portail de l'intelligence économique. Donc, ils tapent Augustin de Colnet, portail de l'intelligence économique, ou le titre complet, nos entreprises stratégiques françaises vendues à des concurrents étrangers depuis 15 ans. Donc, très brièvement, la cartographie, elle ressemble à ça. Je vais essayer de la montrer à l'écran, mais voilà, très succinctement. Je ne sais pas ce que les gens, si les gens verront bien. Voilà, en tout cas, ils pourront consulter justement sur votre portail, absolument. Voilà. D'accord. Donc les gens peuvent la retrouver sur le portail de l'intelligence économique. Peut-être juste aborder une minute la notion de souveraineté avant de parler de toutes ces boîtes qu'on a vendues. Cet été sur Radio France, vous avez eu un débat en lien avec l'affaire Atos sur la notion de souveraineté. Et donc moi j'ai retenu ce qu'a dit le sénateur Les Républicains du territoire de Belfort, Cédric Perrin. Voilà ce qu'il dit à propos de la notion de souveraineté. La définition de la souveraineté, c'est d'être capable de garantir la liberté de décision et d'action sans dépendre de quiconque. Par conséquent, la France a besoin de ne dépendre de personne. Et on pourrait compléter avec ce qu'a dit Claude Revel, donc c'est l'ancienne déléguée interministérielle à l'intelligence économique, et qui dit, elle, pour atténuer, la souveraineté, c'est le fait de réduire au maximum ses dépendances et surtout de les choisir. Et c'est également le même constat que fait Christian Arbulot, qui est le directeur de l'école de guerre économique, qui dit, lui, il ne faut pas subir ses dépendances, mais les choisir. Oui, enfin, tout ça, c'est très beau, mais c'est des mots. Voilà. Comment ça se passe dans le concret? On va prendre l'exemple, moi je voudrais que vous pensiez des exemples. Soyons concrets. Atos, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Atos? Et racontez-nous, Augustin de Colnet, ce qui s'est passé, par exemple, avec Atos. Alors Atos, il y a un projet de scission en 2 entités que j'ai cartographié. Donc d'une part, vous allez d'abord rappeler ce que c'est qu'Atos, parce que vous le savez, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Alors Atos, c'est une entreprise plutôt du numérique qui a la particularité d'avoir acheté Bull, qui fabrique les supercalculateurs. Oui. Pourquoi c'est éminemment stratégique? Parce que la dissuasion nucléaire aujourd'hui, elle est faite de manière virtuelle avec l'aide de ces supercalculateurs. On ne fait plus de tests grandeur nature.
Vous avez eu cet été une tribune dans Le Figaro de la part de sénateurs Les Républicains qui alertent sur le danger gravissime de laisser prendre une partie du contrôle de la partie Eviden par le milliardaire Daniel Kretinsky. Qui pourrait prendre 7,5% du capital d'Eviden. Et donc, Eviden, c'est quoi? Eviden, ça fait partie d'une scission. Donc, ils vont conserver les nouveaux métiers ascendants et rentables. Donc, cybersécurité, donc supercalculateur, big data, quantique. Voilà, c'est ce que j'ai. Ce serait dans Eviden, ça. Ce serait dans Eviden. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir Tech Foundation. Donc, cette entité va être rachetée. C'était Atos qui est divisé, ça. Voilà, c'est une scission qui se fait en deux. D'accord. Tech Foundation, ils vont regrouper. Donc, c'est un leader dans les services d'infogérance centré sur l'infrastructure et le cloud hybride. Et qui va regrouper des activités historiques donc, et plutôt vieillissantes. Donc, la gestion du parc informatique. D'accord. Tech Foundation, ça va être racheté à 100% par ce milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ouais. Pourquoi ces problèmes? Les deux sont problématiques. D'un côté, on a nos supercalculateurs dont Daniel Kretinsky pourrait prendre des décisions, on ne sait pas lesquelles, qui pourraient porter préjudice à notre souveraineté. Je rappelle juste quelques faits. Des responsables du CEA s'offusquent en se demandant comment... Commission de l'énergie atomique. Voilà, de la commission de l'énergie atomique. Oui. Des responsables du CEA s'offusquent en se demandant comment l'exécutif peut perdre la tête sur un tel dossier. Et je prendrai également le signalement des militaires qui sont à ne pas négliger. À maintes reprises, des responsables militaires ont sonné l'alarme jusqu'au sommet de l'État pour le presser de trouver une solution stable qui garantisse l'indépendance de toutes les activités stratégiques. Je rappelle que dans la partie Eviden, donc il n'y a pas que les supercalculateurs, il y a également un grand nombre de logiciels qui sont présents au sein du ministère des Armées. Dans les services de renseignement ont également des intérêts. Et puis il faut savoir que Tech Foundation nous dit que c'est pas stratégique. En fait, si ça l'est. J'ai regardé ce que disait Mediapart par exemple. En fait, Atos a un certain nombre de logiciels, donc ils sont présents dans les collectivités, dans les ministères, les impôts. Les papiers d'identité, carte vitale, France Connect, caisse d'assurance maladie, caisse nationale d'allocation familiale. Et ce qui inquiète les syndicats d'Atos, c'est que on ne sait pas quelles sont les intentions de ce milliardaire qui est Daniel Kretinsky. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Et qu'est-ce qui se passe si ces activités-là sont dépecées ou sont stoppées pour nos activités régaliennes de l'État? Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Augustin de Colnet, Atos est vendu ou pas? Où ça en est exactement? Alors, aux dernières nouvelles, vous allez avoir une assemblée extraordinaire qui va se réunir en fin d'année. Fin de cette année. En fin de cette année. Oui. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, l'actualité ne cesse de rebondir là-dessus. Donc, pour le moment, l'entreprise n'est pas encore vendue. Alors, plus généralement, Augustin de Colnet, dites-nous, puisqu'on parle depuis 15 ans, au fond, comment a été géré par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, on voit que ça n'a rien à faire. Comment, effectivement, on décide, parce que c'est ça le fond de l'affaire, de dire oui, telle chose, oui, elle est stratégique peut-être, mais enfin, on peut la vendre au nom de l'économie, nous avons des dettes énormes, il faut renflouer, c'est pas le shutdown comme en Amérique, mais enfin, etc. Comment la politique qui consiste à dire on va céder à telle ou telle très grande multinationale ou très grande multinationale américaine ou chinoise ailleurs. Comment on fait? Comment ça se passe? Et sous quels critères? Alors, moi, j'ai rencontré un fonctionnaire qui m'a bien expliqué ce fonctionnement. Vous avez ce qu'on appelle le contrôle des investissements étrangers, donc qui est piloté par Bercy, qui formule... Vous avez une liste, je crois, qui est de 200 entreprises ou plus, qui est tenue secrète et que dont Bercy a les noms. Oui. Qui sont considérés comme stratégiques. Sont considérés comme stratégiques. On peut supposer que le groupe Dassault, la société Thales, sont des entreprises qui, je l'espère, ne seront jamais vendues. Donc vous avez après des ministères qui vont apporter leur savoir-faire. Si c'est un rachat d'une entreprise de santé, c'est le ministère de la Santé qui va donner son expertise. Pareil pour le ministère des Transports, etc., etc. Moi, si vous voulez, ce qui me pose problème, c'est qu'on a vendu certaines entreprises comme... déjà, juste pour un panorama général. Oui. Sur les 16 entreprises que j'ai mentionnées dans ma cartographie, vous en avez 11 qui sont passées sous la bannière américaine et 2 sous le drapeau chinois. Donc, mais l'Amérique reste alors extrêmement majoritaire dans... Voilà, alors si je prends juste quelques remarques à propos de l'ATECOR par exemple.
Vous avez donc la TECOR, il fabrique des composants pour le missile balistique mer-sol M51 et qui est embarqué sur nos SNLE, donc nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui. Voilà ce que dit par exemple l'économiste Christian de Saint-Étienne. Oui. Jamais le Pentagone américain n'aurait permis une prise de contrôle d'une telle technologie par un acteur étranger. Si on prend des entreprises qui ont été vendues à des Chinois, si je prends Lixens par exemple, ce qui n'est pas n'importe quelle entreprise stratégique, oui. C'est un pionnier et un leader mondial de la conception et la fabrication de connecteurs de cartes à puce. Donc ces composants, on les retrouve dans des applications régaliennes comme les passeports, les cartes d'identité et autres. Eh bien, figurez-vous que André Loescroc-Pietri, donc qui est l'ancien conseiller spécial de la ministre des Armées de l'époque, il a dit inimaginable que Bercy ait donné son aval. On pourrait prendre également, si je reprends un entretien de la Gazette Normandie d'octobre 2022, un entretien avec Geoffrey Célestin Urbain, donc qui est le chef du CICE, donc c'est le service d'intelligence économique de Bercy, donc service de l'information stratégique et de la sécurité économique. Donc lui, en fait, il nous dit tout simplement, écoutez, la vente de Lixens, elle est passée sous les radars, désolé. Ah bon, on n'a pas su, quoi. Et je le cite, lorsque je suis arrivé en octobre 2018, on m'a fixé un objectif, il ne faut plus que certaines choses arrivent. C'est délirant. On pourrait prendre la vente d'Alstom, par exemple. On a dit qu'on allait racheter la branche d'Alstom Énergie, enfin une partie, qui a été vendue à General Electric vers 2015, je crois, à peu près. L'État a dit en 2022, par le biais d'EDF, on va racheter Alstom Énergie. À beaucoup plus cher, hein, beaucoup plus cher, 2 fois plus cher. 2 fois plus cher qu'on l'avait vendu. 1,2 milliard, on l'avait vendu quelque chose comme 550 millions d'euros, à peu près. Et on parle là juste d'une partie d'Alstom Énergie. Je précise juste qu'Alstom est un conglomérat. Bien sûr. Ce que j'ai vu là dans le journal Marianne par exemple, donc je cite le journaliste Jean-Michel Quatrepoint là, qui a fait un article récemment et qui dit que dont l'actionnaire est Daniel Kretinsky. Je ne dis pas. Voilà. C'est pas grave. Mais il faut quand même citer son article. Oui. Il dit que depuis les Américains, ils ont mis des composants ITAR au sein des turbines Arabelle. Donc juste pour préciser, les turbines Arabelle, c'est ce qui permet de faire fonctionner notre 50aine de centrales nucléaires. C'est ça, et donc c'est extrêmement important, c'est même majeur et essentiel. C'est même majeur. C'est-à-dire que c'est grâce aux turbines Arabelle qu'on peut faire fonctionner nos centrales nucléaires. Voilà, ça c'est passé sous contrôle américain. Oui. Je rappelle juste la norme ITAR, donc ça veut dire International Traffic and Arms Regulation. Ça permet aux États-Unis d'empêcher des sociétés françaises d'exporter leurs produits finis à l'étranger. Je rappelle qu'en 2016, quand General Electric a pris le contrôle d'Alstom Énergie, ils ont dit à EDF, son client, écoutez, nous, on voudrait que vous réduisiez notre responsabilité juridique en cas d'incident, d'une part. Ça me rappelle certains labos, ça, pour le Covid, oui. Et d'autre part, on voudrait vous faire payer plus cher le prix d'une pièce détachée. Donc le EDF a dit, écoutez, messieurs, non. Et EDF a dit très bien, vous voulez pas répondre à nos injonctions, on va faire une grève de maintenance. Et donc pendant plusieurs jours, ou plusieurs semaines, je crois, ils ont tout simplement cessé de fournir des pièces détachées. Et donc ils ont mis en péril le bon fonctionnement de nos centrales nucléaires. Juste une citation de Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF. À l'époque, il a écrit, je crois que c'est dans un article de l'Obs, EDF a été forcé de mettre en œuvre des mesures d'urgence dépassant notre plan de secours habituel. Cette attitude venant d'un partenaire historique est inacceptable. Vous imaginez la pression qu'on a mis. Donc les États-Unis demain, si on a un désaccord politique, ils peuvent dire à la France, écoutez, on va vous mettre pas les pièces ITAR, débrouillez-vous. Mais il n'y a pas que ça. En 2003, si je remonte plusieurs années avant, quand on a refusé d'aller faire la guerre en Irak en 2003. Donc vous avez Dominique de Villepin à l'Assemblée, à l'ONU, qui a dit, écoutez, messieurs les Américains, on n'y va pas. L'administration Bush, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, très bien, vous voulez pas venir? Eh bien écoutez, on va faire un embargo sur les pièces détachées à destination de l'armée française. Et donc ça a touché notamment le porte-avions Charles de Gaulle, qui fonctionne avec une catapulte qui est un brevet américain, voilà, il y a un savoir-faire. Et pour la maintenance de ces catapultes, il faut des pièces de rechange qui sont fabriquées aux États-Unis. Eh bien, il n'y avait plus de pièces de rechange. Embargo. Voilà. On en parle tout de suite après cette petite pause au Cuisine de Gaulnay. C'est passionnant, c'est la guerre économique. C'est passionnant. Et comment, justement, on nous défend ou on laisse faire. Alors on continue de parler de ces peut-être faux amis avec Augustin de Colnay et puis avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
comment on vend nos bijoux de famille et comment on les défend quelquefois aussi, heureusement. Avec Augustin de Colnay, professionnel en intelligence économique et diplômé de l'école de guerre économique. Alors Augustin de Colnay, vous allez donner des exemples, mais il y a un exemple dont on parlait hors antenne et qui est assez extraordinaire, je crois que c'est avec les Chinois. Alors, il faut juste que je reprenne d'abord en préambule la norme ITAR. Donc on en a déjà parlé. Alors expliquez aussi, parce qu'il faut toujours revenir, qu'est-ce que c'est qu'ITAR et la norme ITAR? La norme ITAR, c'est une norme américaine qui vous permet d'empêcher, dès qu'une société étrangère utilise vos composants, qu'elle exporte son produit fini à l'étranger. Donc c'est par exemple la société Dassault Aviation qui a voulu en 2018 vendre des Rafales donc à l'Égypte, à l'armée de l'air égyptienne. Oui. Et il se trouve que dans les missiles Scalp, donc fabriqués par l'entreprise MBDA, il y avait des composants américains. Et donc, comme par hasard, les États-Unis vendent des F-35, un concurrent du Rafale. Oui. Il y a un rapport qui est vraiment incroyable. Et les États-Unis ont empêché, empêché temporairement, parce que la vente s'est faite dans le futur, peu de temps après. Donc je ne sais pas, après il y a dû y avoir un échange entre gouvernements. Ils sont entendus. Moi, je voudrais juste citer un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en janvier 2023, qui s'appelle « Le soutien aux exportations de matériel militaire ». Voilà ce qu'ils disent. S'agissant des États-Unis, il apparaît judicieux de s'émanciper le plus possible de la dépendance aux composants américains en développant des solutions industrielles dites ITAR-free, et ce, dès la conception des matériels. On estime que les entreprises françaises de défense les plus importantes formulent chaque année environ de 800 à 1000 demandes de licence au DDTC, donc qui est la Direction des contrôles du commerce de la défense, un organisme américain. Et dernière citation, pour pallier à ces contraintes, la France cherche à mettre en œuvre des programmes d'équipement dits ITAR-free, dès leur conception, ce qu'a rappelé l'instruction 1618 de la DGA, relatif au programme d'armement. Eh bien, est-ce que vous savez ce qui s'est passé cet été, André Berkoff? J'ai lu dans Le Parisien, après la presse en a reparlé, qu'on avait vendu OMIC aux Américains. L'histoire d'OMIC, donc c'est une entreprise qui est présente dans le milieu des semi-conducteurs et qui fabrique des puces qui sont surpuissantes. Dans quel domaine? Dans tous les domaines? Alors notamment, qui sont notamment présentes dans le domaine militaire. OMIC, entreprise française. OMIC, entreprise française. Ils sont rachetés à 95% par un homme d'affaires chinois qui est lié à l'industrie d'armement de la République populaire de Chine, qui prend le contrôle de cette entreprise. Donc ça, c'est en janvier 2018. Ensuite, histoire incroyable, en mars 2023, la DGSI procède à l'arrestation de 4 dirigeants de la société OMIC pour avoir vendu ces puces qui sont jugées stratégiques et ultra puissantes avec la technologie GaN. Donc 4 dirigeants français ont été arrêtés. Alors je crois qu'il y a 2 Chinois et 2 dirigeants français. Donc ils sont arrêtés et mis en examen au niveau de la justice pour haute trahison. Et l'État, chose rare, reprend le contrôle des parts de l'entreprise. Donc l'entreprise OMIC repasse sous le contrôle français. Et qu'est-ce qu'on apprend? Vous avez juste une toute petite ligne à la fin de cet article du Parisien qui vous dit, en juin 2023, cette entreprise éminemment stratégique pour laquelle la DGSI a lutté est revendue à l'américain Macom. Qu'est-ce qui se passe? C'est hallucinant. Donc c'est l'État français qui a vendu OMIC là. Et alors le pire, ce que j'ai creusé cette affaire, il y avait déjà un projet d'achat dès février 2023. Donc on a fait la police au final pour le compte des États-Unis, et rien ne nous dit que eux, les États-Unis, n'autoriseront pas la vente de ces puces surpuissantes à l'étranger. Et je précise que ces puces, elles sont présentes dans bon nombre d'équipements du ministère des Armées depuis 5 ans, selon les différentes revues de presse que j'ai faites. C'est très grave ça. C'est-à-dire qu'au fond, qui contrôle? Est-ce qu'il y a un contrôle? Il n'y a pas de contrôle. Enfin, on dit voilà, effectivement, on rachète aux Chinois, on inculpe et on met un examen, et puis on revend aux Américains. C'est assez hallucinant parce qu'on se dit mais où est le contre-pouvoir? Enfin, qui contrôle, qui voit, qui fait des règles et qui est surtout sur des objets, surtout des produits aussi stratégiques que ceux que vous citez. Alors normalement au niveau étatique, vous avez en tête de liste le CICE, le service d'intelligence économique de Bercy, qui est chargé de coordonner les actions de l'État entre les différents ministères. Après, vous avez 2 grandes agences de renseignement. La première, la DGSI, et notamment sa sous-direction du patrimoine économique et scientifique, qui est chargée de protéger les entreprises plutôt civiles. Direction générale sécurité intérieure. Voilà, direction générale de la sécurité intérieure. Et puis vous avez son pendant qui est la DRSD, donc la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, qui est chargée de protéger à peu près les 4000 entreprises de la BITD. Donc c'est la base industrielle et technologique de défense. Donc ce sont toutes les entreprises, que ce soit des PME,
des grands groupes de type Thales, par exemple, ou Nexter, qui travaillent de près ou de loin avec le ministère des Armées. Ça peut être dans le satellite aussi. Elles sont combien à peu près en France? Selon ce qu'on dit dans la presse, il y en aurait environ 4000. Voilà, donc je sais que donc la DRSD a ce qu'on appelle des aciers, des agents de contre-ingérence économique, qui ont chaque agent a un portefeuille d'entreprise à protéger, à aller visiter, essayer d'anticiper les menaces, voilà, risque de vol de brevets, etc. Bien sûr. Donc l'État, je pense qu'il est très bien armé. Je suis convaincu que ces gens-là de la DGSI, de la DRSD font très bien leur boulot. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi au sommet de l'État, ça se passe à Bercy ou à l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'on laisse partir ces entreprises qui sont éminemment stratégiques? C'est quelque chose que on pourrait prendre. Il n'y a pas que les Américains qui représentent une menace. On peut prendre les Chinois aussi. Vous avez l'entreprise Cenexi, donc qui est un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique et qui est spécialisé dans la formulation, le développement, la fabrication et le remplissage de produits pharmaceutiques. Vous avez parlé un peu des vaccins. On a vu durant la crise du Covid les déboires qu'on avait par rapport à notre dépendance médicale. Absolument. Envers les paracétamol, Doliprane, c'était fabriqué en Chine. Comment c'est? L'État a laissé partir Cenexi. C'est juste. Il y a combien de temps ça? Alors j'ai plus la date. Les gens le retrouveront sur ma cartographie. J'en ai 16. Voilà, donc. Après, vous avez moi, je suis allé à un colloque sur la souveraineté à Saint-Malo, organisé par le site Souveraineté. Donc, vous aviez des gens comme Frédéric Perucci, Claude Ravel, Nicolas Moinet, des acteurs de la tech. Et on s'était réunis pour voir un peu, pour discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut protéger nos entreprises stratégiques, comment l'État peut nous aider avec la commande publique. Il y avait un acheteur, un responsable des achats du ministère de l'Intérieur qui nous a expliqué aussi son point de vue. Et parfois, on peut réduire les coûts. Je prends l'exemple de la gendarmerie. Non mais attendez, moi je voudrais qu'on reste encore une fois, puisque vous avez fait, très bien les colloques, mais je veux dire, encore une fois, qui prend la décision? Vous l'avez dit vous-même, vous dites c'est Bercy, ou c'est l'Élysée, ou c'est Matignon, je ne sais pas. Enfin, donc, ce que vous dites quand même, Augustin de Colnet, il y a une décision politique à un moment donné. Alors, par le politique, je ne dis pas c'est pas une décision politique, mais une décision par les représentants, les élus, les politiques. Et de toute façon, pour avoir une volonté d'intelligence économique, de protection de nos intérêts stratégiques, ça passe par le politique. Les entreprises privées peuvent faire de leur mieux. Tous les grands groupes sont, comme Total, par exemple, Thales, ils sont tous équipés de départements d'intelligence économique, de manière à pouvoir lutter contre des prédations étrangères, des vols de brevets, etc. En revanche, moi, sur une échelle de temps, je suis basé à peu près sur ces 15 dernières années, approximativement. Donc, je ne peux pas parler que du gouvernement actuel, je parle aussi des précédents gouvernements. Non, mais on est d'accord. Si on revient juste aux années 2000, vous avez le français Thermodine qui fabrique les centrales vapeur pour nos sous-marins nucléaires d'attaque, qui a été vendu à General Electric. Donc, vous voyez que ça remonte il y a longtemps. Après, on pourrait prendre GEM+, donc qui fabriquait pareil... qui avait des savoir-faire notamment pour nos cartes de crédit et autres applications régaliennes, qui a été pillé par un fonds d'investissement soutenu par la CIA. Nicolas Moinet a très bien illustré ce cas-là. Et là, on est à peu près en 2002 par le fonds Apollo. Alors son nom m'échappe. Vous voyez que c'est ancien. Je me souviens que Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en 2008, avait investi dans Alstom, dans le conglomérat Alstom, quand Alstom n'allait pas bien. Alors, l'État a quand même sauvé, il ne faut pas prendre à défaut tout le temps l'État, l'État a quand même sauvé des entreprises éminemment stratégiques. On peut prendre par exemple l'entreprise Sego. Sego, c'est une PME qui fabrique, donc qui est détenue par le Canadien Vélan. Et Vélan voulait se vendre à l'américain, alors je ne sais pas si vous bien le prononcer, Floware, quelque chose comme ça. Sauf que du coup, vous tombez sur la norme ITAR. Et donc l'État français, le ministère des Armées, a mis son veto, parce que Sego fabrique de la tuyauterie pour nos sous-marins nucléaires et qu'ils ont un quasi-monopole en France. Donc imaginez si demain les Américains possèdent une entreprise de tuyauterie, qu'elle est dépecée, que ça R&D change. Leur norme ITA, etc. Voilà. Alors après, on pourrait prendre... Il y a quand même des entreprises privées aussi qui jouent un rôle de souveraineté. On pourrait prendre Aubert et Duval. Juste une ou deux, parce que... Voilà. Aubert et Duval, je crois qu'il est possédé par le groupe Eramet, et qui fabrique des aciers haute performance, donc qui sont nécessaires pour les sous-marins nucléaires d'attaque, pour les sous-marins nucléaires tout court, et pour les Rafales du groupe Dassault. Là, vous avez un consortium de mémoire, je crois que vous aviez Airbus, Tikeo Capital,
Et je me demande s'il n'y avait pas Thales, voilà, qui ont racheté cette entreprise au grand soulagement de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Voilà. Et juste pour terminer, on pourrait prendre Photonis, par exemple. Oui. Tout le monde donc Photonis qui devait être racheté par un Américain. Donc, qui est un spécialiste de la vision nocturne pour les armées. Oui, on a parlé pas mal de Photonis. Et bien, Photonis a été sauvé grâce à l'action de l'État, grâce à un veto de l'État. Aujourd'hui, je crois qu'il se porte très bien. Donc, vous voyez, quand l'État veut, il peut. Voilà, et c'est important. Je crois que nous avons des auditeurs. On va marquer une courte pause et après on prend vos auditeurs. Vous êtes nombreux à nous attendre au standard 0826 300 300. À tout de suite. 13h48 sur Sud Radio. On était ensemble jusqu'à 14h avec André Berkoff, Augustin de Colnay et puis Emmanuel de Pessac qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité, à toute l'équipe. Merci de lever les lièvres, comme on dit, parce qu'en fait, je pense pas qu'on vende simplement nos entreprises stratégiques, mais on vend aussi nos ressources. Ça a commencé avec Sarkozy, qui a quand même vendu 600 tonnes d'or en dessous du prix du marché et qui a supprimé opportunément le crime de haute trahison. Bon, c'est original. On a vendu 4 milliards de mètres cubes à l'Arabie Saoudite de flotte pendant qu'on nous disait que c'était la sécheresse en France. L'automobile va disparaître si ça continue parce que ce sera les Chinois les terres rares, vous l'avez abordé tout à l'heure. Le bois part en Chine des forêts françaises pour nous revendre sous meubles. Et dans la liste à la Prévert de toutes des usines vendues, on nous dit qu'on a 3 jours de munitions pour les militaires. Manurin a été mis en faillite par manque de commande de l'État et il a été vendu au Qatar. C'était quand même le premier fabricant de munitions françaises. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand on dit qu'on manque il va falloir pleurer chez les Qataris parce que quand c'est pas les Chinois, c'est les... Enfin bref. Ce que je me demande, on a vendu aussi une boîte, j'ai plus le nom, qui faisait des vannes, qui font toujours d'ailleurs, des vannes pour les sous-marins et les centrales nucléaires, indispensables évidemment au fonctionnement de tout ça. Donc moi j'ai l'impression de me retrouver en 91 en Russie. La différence c'est que la Russie c'est le plus grand pays géographique du monde avec des ressources. Nous on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour redresser le pays? Parce que moi ce que je me demande, est-ce que j'aurais posé la question puisqu'il a fait un tour complet enfin complet oui, qui va pas être abordé en totalité dans votre émission, c'est trop long. Bien sûr. Mais pour qui travaillent ces gens? C'est ça qu'il faut se dire. Parce que pour moi ce sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme disait Camus, il faut nommer les choses. Quand on vend le pays à la découpe, comme vous le dites, et qu'on supprime absolument toutes nos indépendances, pas nos dépendances justement, nos indépendances, pour qui travaillent ces gens? Alors Augustin de Colnay, sévère mais juste Emmanuel. Alors moi, vous imaginez bien qu'en tant que professionnel en intelligence économique, je ne peux pas m'attaquer ou citer des hommes politiques, parce que pour la simple et bonne raison qu'en tant que professionnel en intelligence économique, j'ai besoin d'avoir des sources en permanence, de rencontrer des gens en permanence, et donc par conséquent de tous bords politiques. Juste si je rebondis sur Manurin, vous savez qu'il y a un conflit en Ukraine qui se poursuit, le chef d'état-major des armées nous parle de conflits de haute intensité. Manurin, alors, vous parlez d'absence de commande publique. Manurin, il fabriquait, entre autres, des machines-outils pour la production de munitions. Aujourd'hui, nos fusils d'assaut, donc les FAMAS, ont été remplacés par des HK416. Donc les fusils d'assaut, ils sont allemands. Nos armes de poing, donc les pistolets, donc c'est des Glock 17 qui sont, de mémoire, autrichiens. Nos fusils de précision, une partie, je crois qu'ils sont belges. Et si vous voulez, notre armée est équipée d'instruments qui ne sont pas français, quoi, ou presque. Enfin, en tout cas, je parle pour des munitions de petit calibre. Alors moi, je suis un civil, hein, je suis pas, je connais pas bien le monde militaire, mais je me pose des questions quand je vois que entre les Russes et les Ukrainiens, chacun essaye de détruire les stocks logistiques de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut des énormes capacités de munitions, tout simplement, de petits calibres et de gros calibres. Alors les gros calibres, je crois qu'on arrive à les faire, notamment avec Nexter. Qu'est-ce qui se passe si demain, ou tout simplement, qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne arrête de vous fournir des fusils d'assaut ASK416 ou des pièces de rechange? Parce que dans tout fusil d'assaut, pour avoir fait un peu de réserve à l'armée de terre, je sais très bien que vous avez des pièces qui finissent par être défectueuses. Mais dis juste, Emmanuel disait, Augustin de Colnay, que, et c'est pas, il rappelait en tout cas les déclarations de certains chefs militaires, ou experts militaires, qui disaient, mais s'il y avait une guerre avec nous, on tiendrait 2 semaines, disaient certains, quelques jours, disait l'autre. Je parle du point de vue justement de munitions et compagnie. Est-ce que
d'après vous, c'est exact? Enfin, alors après, si vous voulez, moi je suis pas expert dans ce domaine-là. Je suis pas un militaire. J'ai pas de connaissances dans le milieu de l'armement. Je reste un généraliste sur ces sujets. Et quand on dit, alors encore une fois, on dit pas, évidemment, il n'est pas question de vous demander ni des noms ni ordres, et puis on n'est pas là pour effectivement faire des inventaires de noms. Mais effectivement, on peut se poser la question, encore une fois, droite et gauche confondues, et comme vous disiez très bien, ça date de 2020 et avant, tous les gouvernements ont été concernés. Mais effectivement, et on avait posé la question hors antenne, pour qui travaille effectivement un certain nombre de personnes? Est-ce qu'ils travaillent pour la nation, pour la France? Est-ce qu'ils travaillent pour leurs intérêts? Est-ce qu'ils travaillent pour les vicissitudes du marché? On peut quand même se poser la question, hein, que ce soit dans l'intelligence économique ou autre. Alors, ce que je sais en tout cas, c'est que je rencontre régulièrement des directeurs sûreté de grands groupes du CAC 40. Je sais que ces gens-là, ils aiment profondément la France, et vous en avez surtout une grande partie qui viennent des milieux des services de renseignement, des forces spéciales ou du ministère des Armées. C'est des gens qui sont humbles, qui en fait tout simplement qui aiment la France. Après, au niveau politique, je dirais que je pense qu'il y a une idéologie qui vise à relativiser la vente de nos entreprises stratégiques. Ouais. Et donc, qui joue l'Europe plus que la France, peut-être. Voilà, si vous voulez, quand on parle de couple franco-allemand, faut pas oublier, regardez dans l'actualité, l'Allemagne nous empêche parfois de vendre des A400M. Donc c'est un avion de transport. C'est un avion de transport civil? Non, militaire. Un avion de transport militaire. Donc c'est un consortium de pays européens qui ont travaillé dessus pour le produire. Ouais. Pareil, dans le spatial, vous avez un fournisseur là, pour Ariane Espace qui le dit tout simplement dans la presse. Nous, en fait, on préférait favoriser un peu SpaceX, enfin les Américains. Donc quand on parle de couple franco-allemand, je l'ai vu encore une fois au colloque Souverainetech. Je suis pas sûr que les Allemands, eux, parlent de couple. Ouais. La notion de couple. Voilà, je pense que c'est à chaque pays de défendre sa souveraineté sans que ce soit un mot vulgaire. Ouais, pour ceux à qui ça ferait peur, on pourrait parler en fait simplement d'autonomie stratégique. Si le mot souveraineté vous fait peur, je pense qu'on peut parler d'autonomie. Et si on revient sur le conflit qui se passe en Ukraine, je pense qu'il est bon qu'on ait une armée puissante, qui soit capable de fabriquer ses propres fusils d'assaut, même si j'ai entendu certains militaires qui relativisent. Non, mais vous inquiétez. Alors, fait très intéressant, vous aviez un ministre socialiste qui était à 2 doigts de relancer une production de munitions petit calibre avec un consortium en France. Ouais. C'était Jean-Yves Le Drian. Bon, je crois qu'à l'époque, il a changé à plusieurs reprises de ministère. Enfin bref, sous sa direction, je crois qu'il y avait un consortium qui regroupait Thales, un fabricant de cartouches de chasse. Ils étaient à 2 doigts de relancer la filière de petit calibre. Et puis quand le nouveau quinquennat a démarré sous Emmanuel Macron, avec la ministre des Armées Florence Parly, le projet a été abandonné, ce qui est vraiment dommage. Peut-être qu'il y a-t-il un réveil maintenant avec ce conflit, et peut-être qu'on va retrouver plus de souveraineté sans que ce soit vu comme un mot vulgaire. Ben on espère, je crois qu'on n'aura pas le temps malheureusement de recevoir notre dernier Massime Somme, on la recevra bientôt. Merci en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir qui sont les gens qui aiment, qui veulent, qui sont souverainistes au bon sens du terme, pas au sens politique du terme, et qui sont vraiment autonomie stratégique. En tout cas, l'intelligence économique, ça reste un très bon instrument. Merci Augustin de Colnet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professionnel en intelligence économique et diplômé de l'école de guerre économique. Tout de suite.